Juliette Javot, bonjour. Bonjour. Merci de nous inviter pour cette nouvelle pause café. Donc vous êtes professeur en paléontologie, en astrobiologie et géologie à l'Université de Liège et vous faites de la recherche dans ces différents domaines. Et on vient prendre ce café avec vous parce qu'on vous a vu dans l'actualité récemment, notamment pour parler de la fameuse mission Rosetta et de l'atterrisseur Philae. The landed descent will take 7 hours. On the way down, Philae will take a series of images, including a farewell shot of the orbiter. Je travaille dans un domaine que vous avez cité qui s'appelle l'astrobiologie, qui est l'étude de l'origine, l'évolution et la distribution de la vie dans l'univers, avec beaucoup d'autres collègues, dont des astrophysiciens d'ailleurs. Et donc, ce qui est intéressant avec cette comète, c'est de voir jusqu'à quel niveau de complexité la chimie du carbone peut aller, quel type de molécules peuvent se former sans intervention de vie du tout. Parce que certaines hypothèses proposent qu'au début de l'histoire de la Terre a été bombardée de météorites et de comètes, et celle-ci aurait pu enrichir la soupe primitive dans laquelle la vie a émergé. Il y a là un grand écart qui peut paraître surprenant entre la paléontologie, où on étudie des cailloux sur Terre qui ont des milliards d'années, et l'espace, les nouvelles technologies, les fusées, les comètes. Pourtant, ce n'est pas si surprenant que ça, ce lien entre les deux? Non, tout à fait, parce que quand on recherche des traces de vie sur une autre planète, comme sur Mars par exemple, on va chercher ces traces dans des échantillons. Les échantillons, ce sont des roches. Et ces roches préservent à la fois l'histoire de la planète et l'histoire de la vie éventuelle, s'il y en a eu sur Mars. Et c'est tout à fait la démarche qu'on utilise sur la Terre. La Terre est la seule planète où on est sûr qu'il y a eu de la vie. Et lorsqu'on recherche des traces de vie très anciennes sur la Terre, c'est ce qu'on fait dans le labo ici, on va aller chercher des échantillons sur le terrain, des roches, comme ça par exemple. Voilà un caillou qui a 3,2 milliards d'années, un autre ici à côté qui a 3,5 milliards d'années. Et donc on regarde le contexte géologique, on essaie de comprendre dans quel type d'environnement ces roches se sont formées, si c'était un contexte, un habitat plausible pour la vie, et si en plus les conditions permettent la préservation de traces de vie. On cherche différents types de traces de vie. Ensuite, de cette échelle macro, on peut se focaliser à une échelle microscopique et parfois encore plus petite pour chercher ces traces de vie et déterminer s'il s'agit bien de vie ou non. Sur la Terre, on a des traces de vie depuis environ 3,5 milliards d'années. Et donc, c'est à partir de ce moment-là aussi que les roches commencent à être suffisamment bien préservées pour qu'on puisse trouver des traces de vie. Avant ça, on a des roches depuis environ 4 milliards d'années, mais elles sont très modifiées par toutes sortes de processus géologiques. Elles ont été écrasées, cuites, et donc s'il y a des traces de vie, c'est assez difficile de le déterminer. Et avant 4 milliards d'années, on n'a pas de roches préservées de l'histoire de la Terre. Donc la Terre a 4 566 milliards d'années, 66 millions d'années environ. On sait qu'à partir de 4 400 millions d'années, la Terre est devenue habitable. Ça veut dire que les conditions ont été plausibles pour que la vie soit apparue, habitable mais pas nécessairement habitée. Donc on sait qu'il y a, grâce à des indices qu'on trouve dans des minéraux qui ont été préservés de cette époque-là, on sait qu'il y avait de l'eau liquide, qu'il y avait une atmosphère, qu'il y avait un peu de croûte terrestre. Donc peut-être des conditions plausibles pour que la vie apparaisse. En fait, on cherche 4 types de traces de vie. On peut chercher des fossiles qui vont être microscopiques, puisque plus on recule dans le temps, plus la vie laisse des traces microscopiques, avant de devenir macroscopique vers 600 millions d'années, dirons-nous, elle était d'abord microscopique. Donc on va chercher des cellules fossiles, on peut chercher des signaux chimiques préservés dans les roches qui montrent que la vie a été active à utiliser ces éléments. Et donc on voit un déséquilibre qui est dû au métabolisme de la vie, à l'action de la vie, qui peut être mesuré. On peut chercher des molécules fossiles, par exemple des lipides qui forment nos membranes ou qu'on trouve dans toutes les cellules, peuvent être préservés. C'est typiquement le pétrole, c'est un jus de molécules fossiles d'origine biologique. Et alors enfin, on peut trouver aussi des structures rocheuses qui sont construites par la vie. Nous ne sommes pas tous des spécialistes des fossiles. On a dans le grand public l'image du fossile qu'on imagine bien, style un dinosaure, par exemple. À quoi ça ressemble une cellule fossile en fait? Comment est-ce qu'on peut étudier une cellule fossile? Vous imaginez, donc une cellule, c'est une petite boule en 3 dimensions, mais c'est microscopique. Et suivant les conditions où elle va être préservée, elle peut être simplement sédimentée, donc tomber dans une colonne d'eau et être incorporée dans de la boue. Et au fur et à mesure que la boue se tasse, elle va être aplatie. Donc vous imaginez une crêpe, mais microscopique.
Et c'est cette crêpe qui va être aplatie et préservée dans la boue, qui va devenir une roche. Ça, c'est une façon de préserver. Une autre façon de préserver, c'est d'avoir de nouveau cette petite boule. Donc quand je dis une, c'est pas une, il y en a des tonnes, hein, évidemment. La vie, quand elle est présente de façon abondante. Et cette boule peut être préservée en 3 dimensions dans certaines conditions. Si le sédiment dans lequel elle est incorporée est traversé de fluides qui sont riches en silice, par exemple, on va former ce qu'on appelle un chert. Par exemple, voilà une roche qui a 3,5 milliards d'années. Donc, toutes les petites lignes que vous voyez là, ça correspond à un dépôt qui peut avoir une durée très importante. Et cette roche, si vous voyez, elle est un peu brillante. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un chert. Donc, ce sont des sédiments qui sont déposés dans la mer. Suivant les structures qu'on va regarder, les structures de détail de la roche, on peut savoir dire qu'on était en milieu peu profond, dans la zone éclairée par le soleil, avec des vagues. Et ce sédiment a été traversé d'un fluide riche en silice et donc l'a préservé sous forme de chert. Chert ou silex, comme on connaît dans la préhistoire, par exemple, c'est un peu le même genre de roche. Et donc, dans ce type de roche, si on la coupe en tranches et qu'on regarde au microscope, on peut éventuellement trouver des traces de vie préservées en 3 dimensions, des filaments, des cellules et des traces chimiques de vie également. Et vous faites quoi, vous, avec toutes ces roches, au final? Je cherche donc des traces de vie de plus en plus anciennes et j'essaie aussi de les identifier en utilisant toute une série de techniques de microscopie et de microchimie avec une armée de jeunes chercheurs. Et j'essaie de comprendre quand la vie est apparue, quels groupes sont apparus quand et comment ils ont évolué, se sont transformés au cours du temps et en fonction de quelles conditions de l'environnement. Comment la vie influence l'évolution de l'environnement et inversement, comment des conditions de l'environnement peuvent influencer la diversification de la vie. Par exemple, on est intéressé notamment à l'évolution de la vie complexe, la vie eucaryote, donc la vie qui a un noyau dans ses cellules. Nous sommes des eucaryotes, les plantes, les arbres sont des eucaryotes, mais il existe une grande diversité d'organismes microscopiques qui sont eucaryotes. Et les plus anciennes traces qu'on a datent de 1,8 milliard d'années, donc ça c'est plus jeune que ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on est intéressé à voir quel type de vie complexe est apparu d'abord et en fonction de quoi elle s'est diversifiée et a donné naissance aux grands groupes qu'on connaît maintenant. Par exemple, quand les animaux sont-ils apparus? Ils sont apparus il y a au moins 635 millions d'années, mais on a d'abord des traces microscopiques avant d'avoir des animaux qui ressemblent à des animaux vers la fin de cette grande tranche de temps qu'on appelle le pré-cambrien, donc vers 550 millions d'années environ. Donc ça, c'est un aspect. On s'intéresse aussi à l'influence de la vie sur l'évolution de la planète. On sait que certaines bactéries, qu'on appelle des cyanobactéries, ont inventé un métabolisme où elles utilisent la lumière du soleil, c'est la photosynthèse, mais en plus elles rejettent de l'oxygène. Et cet oxygène s'est accumulé au cours du temps et a eu un effet planétaire à partir de 2,5 milliards d'années. Elles sont apparues avant ça, mais on voit l'effet qui est préservé dans les roches à 2,5 milliards d'années. Et à partir de ce moment-là, la chimie de la planète change, les océans et l'atmosphère commencent à s'oxygéner, donc on a des nouvelles niches écologiques et on a des nouvelles formes de vie qui apparaissent. Avant ça, il y a déjà une grande diversité de vie microscopique, des bactéries et des archées, mais à partir de 2,5 milliards d'années, on a cette vie qui va se diversifier, et plus l'oxygène augmente dans l'océan, dans l'atmosphère, plus on va voir des formes de vie complexes apparaître, des animaux qui vont d'abord être attachés au substrat, puis ils vont commencer à être mobiles, puis ils vont devenir grands, macroscopiques, et puis c'est tous les fossiles classiques que l'on connaît dans la dernière tranche de temps de l'échelle géologique qu'on appelle le phanérozoïque. Phanérozoïque, ça veut dire littéralement la vie qu'on voit, et là ce sont tous les fossiles habituels, les dinosaures, etc. Enfin, c'est bien plus tard, mais ça ce sont les 500 derniers millions d'années. Mais je m'intéresse à ce qui s'est passé avant. Ce qui est difficile quand on vous écoute, c'est que vous jonglez avec les milliards d'années, comme nous on compte en années, et quand vous décrivez votre roche, on dirait un historien de l'art qui nous parle d'une œuvre qui a 300 ans, mais vous, elle a 3 milliards d'années. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu vertigineux à jongler avec, non pas les siècles, mais les millions d'années comme ça? Et est-ce que ça ne nous demande pas un switch de l'esprit pour je ne sais pas moi, penser différemment? Oui, mais ça c'est une spécificité de la géologie. C'est les étudiants qui apprennent ici les bases de la géologie sont vite habitués à jongler aussi avec ces milliards d'années et ça devient quelque chose de naturel.
Mais c'est vrai que ce n'est pas l'échelle de temps à laquelle on est habitué tous les jours. Revenons-en un peu à l'astrobiologie. Quel est l'état des connaissances aujourd'hui à ce niveau-là? Oui. Donc l'astrobiologie, c'est l'étude de l'origine, l'évolution et la distribution de l'univers. Donc au sujet de l'origine de la vie, il faut savoir qu'on ne saura jamais exactement comment la vie est apparue sur la Terre. Ce qu'on fait, c'est de tester des scénarios possibles. Alors il y a différentes façons de faire ça. Il y a des gens qui font de la chimie prébiotique, donc ils mettent ensemble des molécules simples et ils essaient de voir comment on arrive un jour à l'ARN ou l'ADN. D'autres s'intéressent à la formation des membranes qui entourent les cellules. Et puis les biologistes, théoriciens, s'intéressent à voir comment le code génétique a pu évoluer pour arriver à quelque chose aussi complexe que ce qu'on a maintenant. Est-ce qu'on est passé d'abord par un monde ARN avant un monde ADN, peut-être un monde protéines avant un monde ARN? Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Et il y a des gens qui testent ça en laboratoire et qui essaient de resynthétiser la vie en labo. Alors pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Il y a plusieurs scénarios d'origine de la vie qui sont testés. Est-ce que la vie est apparue dans une source d'eau chaude au fond de l'océan à 4000 mètres de profondeur, ou est-ce qu'elle est apparue dans un petit lac d'eau tiède, comme Darwin le suggérait, en surface? Donc ça, ce sont tous des tests qui sont faits, des hypothèses qui sont testées. Et de nouveau, ce qu'on espère, c'est d'avoir un scénario possible, mais on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Le deuxième aspect de l'astrobiologie, donc, c'est l'étude de l'évolution de la vie sur la Terre. Et là, donc, on sait déjà plusieurs choses. On connaît pour l'instant les plus anciennes traces de vie datent de 3,5 milliards d'années. Et on a des traces de 2 des 3 domaines de la vie, les bactéries et les archées, qui sont des vies microbiennes, microscopiques, qui sont très diversifiées au niveau métabolisme. Donc ce sont les champions de la colonisation de la planète. Ils sont déjà là 3,5 milliards d'années. Pas toutes, mais beaucoup. À 1,8 milliard d'années, on a les traces du 3e domaine de la vie, les eucaryotes, qui ont des cellules plus complexes et qui vont un jour donner naissance aux animaux, aux plantes, etc. Et toute la question, c'est de savoir si on peut trouver des traces plus anciennes et comment chaque groupe au sein de ces 3 domaines a diversifié et quelle niche écologique ils ont occupée. Le troisième aspect de l'astrobiologie, c'est la distribution de la vie dans l'univers. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Comment on peut la rechercher? Et quelles sont les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse sur une planète? Ça, c'est toute la question de l'habitabilité aussi des planètes. Et là aussi, on avance, mais on ne sait pas encore s'il y a de la vie ailleurs, ça, sinon ce serait un scoop. Mais on développe toutes sortes de missions et d'études avec des groupes multidisciplinaires, donc des astrophysiciens, des géophysiciens, des biologistes, des chimistes, des géologues bien sûr, pour essayer de comprendre pourquoi il y a de la vie sur notre planète, comment ça se fait, qu'est-ce qu'elle a de spécial, quelles sont les conditions, et est-ce qu'on rencontre ces conditions-là ailleurs. Par exemple, est-ce qu'il faut une activité géologique comme celle que la Terre a, où on a une tectonique des plaques, avec des plaques qui bougent, qui entrent en collision, qui recyclent tous les nutriments qu'on va trouver dans les minéraux qui vont permettre à la vie de non seulement apparaître, mais subsister? Ou est-ce qu'il suffit d'avoir une activité géologique comme sur Mars, où on a du volcanisme, il y a une activité géologique. Et si l'eau liquide est restée liquide suffisamment longtemps au début de l'histoire de Mars, pourquoi est-ce que la vie ne pourrait pas apparaître là? Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le système solaire qui sont habitables? Par exemple, les lunes glacées autour de Jupiter, elles ont une croûte de glace, en dessous il y a de l'eau liquide. Et si cette eau liquide est en contact avec de la roche, il y a des nutriments dans des minéraux. Et pourquoi la vie ne pourrait pas apparaître dans ces lunes? À ce niveau-là, les missions qui ont lieu sur Mars pour le moment, elles sont super importantes, elles sont décisives? Oui, elles ont pour but de découvrir si Mars a été habitable au cours de son évolution. Et donc, de nouveau, c'est vraiment une mission de géologie, finalement, puisque les rovers, donc les véhicules qui se baladent sur Mars, regardent vraiment le contexte géologique pour essayer de comprendre dans quel environnement on était, s'il y a eu l'eau liquide suffisamment longtemps, et si en plus ces roches peuvent préserver de la matière organique. Donc, organique ne veut pas dire biologique, c'est de la matière qui contient du carbone, finalement. Mais c'est déjà important de savoir si, dans les conditions martiennes, est-ce qu'on peut préserver des traces organiques de météorites ou éventuellement de vie. Mais au final, ça sert à quoi tout ça? De scruter des cailloux pour remonter 3 milliards d'années en avant ou de lancer des sondes sur Mars pour comprendre s'il y a eu de la vie sur ces planètes? Quels sont les grands enjeux qui sont derrière ces recherches? Je crois que tout le monde a envie de savoir, est curieux de savoir d'où on vient, quand la vie est apparue sur notre planète, comment elle s'est diversifiée et est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, est-ce qu'on est seul dans l'univers ou pas? Et donc je crois que ça fait un peu rêver tout le monde, en tout cas moi.
Et puis les détails de l'histoire, comment la vie a évolué, pourquoi on va dans ce chemin-là et pourquoi pas dans tel autre, comment le hasard joue un grand rôle évidemment. Voilà, je crois que c'est ça l'enjeu. Et dans le futur, le fait de réunir maintenant toutes ces expertises multidisciplinaires, de discuter entre différentes sciences, ça enrichit vraiment la connaissance et ça nous permet vraiment d'aller plus loin et d'aborder concrètement la question de « sommes-nous seuls dans l'univers ?» Les Grecs y pensaient déjà, on n'est pas les premiers à se poser cette question. Mais là maintenant, on peut aller sur une autre planète, atterrir, chercher des traces de vie. On peut même détecter des planètes autour d'autres soleils, des exoplanètes, et un jour analyser l'atmosphère de ces planètes et peut-être détecter des traces de vie. On n'en sera jamais sûr, mais on peut explorer. Et même si on ne trouve pas de la vie ailleurs, c'est passionnant d'aller voir ailleurs comment l'univers est et quel type de système planétaire on va trouver. Il y en a plein, ils sont tous différents. Notre système planétaire est très spécial. Et finalement, en regardant ailleurs, on apprend plus sur nous aussi et sur notre planète. Pour finir, vous venez de parler de rêve. Comment vient-on à rêver de domaines tels que la paléontologie ou l'astrobiologie, qui ne sont pas les premiers domaines venus, j'ai envie de dire. Comment vous en êtes arrivé à mener ces recherches et à devenir une spécialiste de ces questions? Depuis que je suis petite, j'aime les fossiles. Donc j'ai toujours aimé chercher des fossiles dans des petits graviers, dans les cailloux. C'est un peu comme une chasse au trésor. Et encore maintenant, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est une chasse au trésor. Je cherche dans des roches qui ne ressemblent à pas grand-chose, où on ne sait pas à l'avance qu'il va y avoir une trace de vie ou pas. Je cherche des traces de vie de plus en plus anciennes et c'est passionnant. C'est vraiment essayer de déchiffrer l'histoire la plus ancienne de la vie et voir comment elle a évolué. Et je crois que c'est ça, c'est la passion des fossiles au départ, de l'évolution, d'aller de plus en plus loin, de plus en plus profond dans le temps. Et la possibilité de vie ailleurs, c'est quelque chose de fantastique. Donc voilà, c'est un peu de rêve, mais on aborde ces questions-là de façon scientifique et on essaye d'apporter des réponses. Avec un grand groupe de gens, pas toute seule. Emmanuelle Giavot, merci. Et merci pour le aussi. café. Merci.